Donc, dans le cadre de mon doctorat, j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs enfants avec un handicap visuel. Et j'ai plusieurs souvenirs, mais il y a particulièrement une petite fille qui m'a marquée. Appelons-la Caroline. Et en fait, elle avait des difficultés dans les compétences sociales. Sa maîtresse, un jour, par exemple, m'a expliqué que le matin, Caroline, elle était vraiment très triste parce que dans la journée, elle voulait partager son goûter à la fraise avec une de ses copines. Et sa copine, qui, elle, n'aimait pas les fraises, n'en voulait absolument pas. Du coup, Caroline, ça l'a rendue très triste parce que pour elle, c'était vraiment incompréhensible qu'on n'aime pas les fraises. Un autre jour, Caroline m'a confié après la récréation, lorsque je lui avais demandé ce qu'elle avait fait pendant son temps de pause, elle m'a dit qu'elle avait joué aux Barbie, mais qu'en fait, les Barbies, ce n'était pas du tout son truc, et qu'elle, ce qu'elle rêvait, c'était de jouer au loup dans la cour avec les autres. Elle m'a dit aussi qu'en fait, elle n'osait pas leur demander parce qu'elle avait peur d'être rejetée parce qu'elle serait lente en fait, à ce jeu et à cause de sa déficience visuelle. Donc, par l'exemple de Caroline, dans cette séquence, on va aborder les compétences sociales et plus spécifiquement la théorie de l'esprit et les relations sociales. Commençons par la théorie de l'esprit. Du coup, c'est quoi la théorie de l'esprit? C'est la capacité à comprendre et à prendre en compte les états mentaux des autres, comme les intentions, les désirs et les croyances. Typiquement, dans le cas de Caroline, on a vu qu'elle aurait probablement des difficultés dans la théorie de l'esprit parce que pour elle, c'était vraiment inenvisageable et incompréhensible que sa copine n'aime pas les fraises parce qu'elle, elle les adore. Donc la théorie de l'esprit, elle est vraiment très importante puisqu'elle constitue le fondement sur lequel va se développer l'empathie chez les jeunes enfants. Elle va aussi servir de base pour le développement des interactions sociales, des relations sociales. En fait, il y a plusieurs études, même s'il n'y a pas de consensus dans la littérature, qui montreraient que cette capacité, elle se développe vers 5 ans chez les enfants tout venant. En psychologie, pour étudier cette capacité, on fait appel à des tâches qu'on appelle des tâches de fausses croyances. Pour que ce soit un petit peu plus clair, je vous propose de faire un exercice. Je joue la chercheuse et vous jouez l'enfant. Donc, voici une boîte de Smarties. Si je vous demande intuitivement ce que contient la boîte, vous allez me dire des Smarties. Maintenant, si je vous montre que dans la boîte, ce n'est pas des Smarties, mais des raisins secs, et que je les remets directement dans la boîte, et je vous dis que je vais aller chercher un de vos amis, et je vais lui demander à lui ce qu'il pense qu'il y a dans cette boîte. Et dans un deuxième temps, je vous demande à vous, qu'est-ce que vous pensez que votre ami va me répondre? Je pense que vous avez compris, si vous avez acquis déjà la théorie de l'esprit, vous allez me dire que votre ami va penser qu'il y a des Smarties dedans. Parce que vous savez qu'il n'a pas eu la même perception que vous, il n'a pas vu qu'à la place des Smarties, c'était des raisins. Au contraire, si vous n'avez pas acquis encore la théorie de l'esprit, vous allez me dire que votre ami va penser qu'il y a des raisins dedans. Donc, cette tâche, elle a été utilisée aussi avec des enfants aveugles, avec plusieurs objets, des objets différents, comme par exemple une théière à toucher qui contenait à la place de l'eau du sable à l'intérieur. Les résultats, ils ont montré que les enfants aveugles, ils présenteraient un retard dans le développement de cette capacité. À la place des enfants tout venant qui l'acquéreraient vers 5 ans, ce serait environ vers 12 ans qu'ils arriveraient à faire cette tâche. Donc évidemment, si je vous présente l'information comme ça, vous allez sûrement penser que du coup, les enfants aveugles présenteraient un déficit dans cette capacité de la théorie de l'esprit. Mais en amont, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que finalement les tâches, elles étaient vraiment déjà bien adaptées pour ces enfants-là? Si on reprend par exemple l'exemple de la théière qui contenait du sable à la place de l'eau, donc c'était un objet à toucher, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à étudier les réponses que les enfants ont données. Et ils se sont rendus compte que même si les enfants aveugles, ils savaient évidemment ce que c'était une théière, peut-être qu'ils n'en avaient jamais utilisé une. Et du coup, pour eux, ce serait vraiment très surprenant de trouver du sable à la place de l'eau. Du coup, il y a eu des chercheurs qui ont développé d'autres tâches. Donc, au lieu que ce soit seulement tactile et auditif, ça a été aussi des tâches qui ont été adaptées pour que ce soit adapté à l'expérience préalable que les enfants avaient, l'expérience perceptive du monde que les enfants aveugles ont. Et quand ces tâches sont suffisamment adaptées, on se rend compte que le retard dans l'âge de l'acquisition de la théorie de l'esprit, il est beaucoup moins élevé. En fait, à la place de 12 ans, ils y arrivent à 7 ans.
Donc, vous voyez que l'âge de l'acquisition de la théorie de l'esprit, il va dépendre en grande partie de l'adaptation des tâches. Maintenant, qu'en est-il finalement de l'effet du handicap visuel sur les liens sociaux, les liens relationnels de l'enfance à l'adolescence lorsqu'il y a un handicap visuel du coup. Donc, bien que ce ne soit pas le cas pour tous, évidemment, les enfants avec un handicap visuel auraient tendance à passer moins de temps avec leur père, à passer plus de temps à jouer en solitaire et à être moins en interaction avec les enfants de leur âge. Cette tendance, elle se poursuivrait jusque dans l'adolescence. En fait, il y a des chercheurs qui ont envoyé un questionnaire à des adolescents avec une déficience visuelle et qui leur ont demandé du coup de remplir en parlant justement de leurs relations sociales. Les résultats de ce questionnaire ont montré que les adolescents avec un handicap visuel auraient un cercle d'amis plus restreint. En fait, ce serait difficile pour eux de participer à certaines activités, comme par exemple les activités qui se passent la nuit, quand on a une vision nocturne limitée, ou les activités qui demandent des déplacements. Du coup, les adolescents avec un handicap visuel, ils préféreraient faire des activités qui sont plus passives, moins interactives et en général à l'intérieur, comme par exemple jouer à des jeux vidéo adaptés. Ces études, elles ont pointé aussi une difficulté que les adolescents avec un handicap visuel présenteraient à initier les échanges et à entretenir les relations sociales. Même si ce serait moins le cas, par exemple, pour des adolescents extravertis, du coup, qui auraient tendance avec plus de facilité à échanger et à créer les liens sociaux, ils auraient quand même tendance à relever des difficultés relationnelles et à relever que les relations sociales seraient moins satisfaisantes. Par exemple, à l'école, ils peuvent relever qu'ils se sentent plus rejetés. Et du coup, pour un petit peu cacher leurs différences par rapport à leur déficience visuelle, ils peuvent avoir tendance à refuser d'utiliser les dispositifs adaptés. En dehors du cadre scolaire, par contre, les adolescents avec une déficience visuelle, ils relèvent qu'ils se sentiraient quand même plus acceptés que dans les écoles. Et du coup, par exemple, les organisations sportives et musicales seraient vraiment quelque chose qu'ils apprécient parce qu'ils se sentiraient plus inclus dans ce cercle-là. Donc, ce qu'il y a à retenir pour cette séquence, nous avons traversé les compétences sociales, spécifiquement la théorie de l'esprit et les relations sociales. Et il y a deux choses à retenir. Premièrement, que les enfants auraient des difficultés au niveau de la théorie de l'esprit, l'âge d'acquisition serait plus tardif que chez les enfants tout venant. Et deuxièmement, que les enfants, mais aussi les adolescents, présenteraient des difficultés dans la création de liens et dans l'entretien de ces échanges sociaux, de ces relations sociales. Pour ceci, du coup, il serait très utile et crucial finalement de comprendre les défis uniques auxquels se confrontent les enfants et les adolescents dans leurs compétences sociales pour développer non seulement des évaluations adaptées, des outils adaptés, mais aussi pour les aider à être mieux inclus dans leurs environnements sociaux.